Dans une série de vidéos, Horizon Gull, devenu entre-temps Hacking Social, voulait nous expliquer comment nous méfier des images qui nous manipulent. Ces vidéos sont bien rodées et la démonstration est habile et convaincante, mais sous couvert d'éveil à l'esprit critique, il y a toujours cette condamnation sans appel des images et de leur pouvoir hypnotique. Ce discours n'est pas nouveau, il a 2500 ans et parcourt toute l'histoire de la pensée occidentale, mais l'avantage des vidéos d'Hacking Social, c'est qu'il en fait la synthèse. Il ne sera donc pas compliqué de faire la critique de la critique. La thèse principale d'Hacking Social est que toute image est manipulation. L'idée n'est pas neuve, passablement réacte d'ailleurs, et l'argumentaire assez classique. C'est pourquoi nous allons le passer en revue. Déjà, pour Hacking Social, une image est par définition mimétique. Ça veut dire qu'elle est une imitation du réel. Elle ne le présente pas directement, elle le représente. Mais ça va en fait plus loin, parce qu'en prétendant copier le réel, en vérité l'image le modifie. Elle ne fait pas que simplement le représenter, elle le déforme. Et ce n'est pas pour rien que dans son argumentaire, Hacking Social se base sur le mythe de Zeuxis. Dans la Grèce antique, le peintre Xeuxis s'est rendu légendaire pour son talent hors norme. Il crée des trompe-l'œil grâce à des effets de perspective, d'ombre et de lumière. Le récit populaire veut que ses peintures aient été si réalistes que même les oiseaux s'y seraient trompés, essayant de picorer quelques grappes de raisin peintes par l'artiste. Ce mythe illustre l'idée que l'image n'est pas simplement une représentation du réel, elle n'en est pas simplement l'image, elle en est aussi le trompe-l'œil, elle se substitue au réel lui-même. Saisir le réel jusqu'à venir le concurrencer semble avoir participé au développement des techniques picturales. Cette critique de l'image est en fait la plus ancienne que nous connaissons, on la retrouve dans le Sophiste de Platon, qui explique qu'il y a en gros deux types d'images. Les premières qui copient à l'identique leur modèle, et les autres qui font semblant de copier et en même temps se substituent à celui-ci, et qu'on appelle les simulacres. En gros, les simulacres sont des illusions ou des mensonges qui prennent l'apparence du vrai, mais ne le sont pas vraiment. Si la critique de Platon se base sur une opposition entre vérité et fausseté, entre vrai et faux, chez Hacking Social, il y a un léger déplacement qui consiste à opposer image à réalité. Mais concrètement, la critique est la même. En gros, les images nous manipulent et elles sont dans les deux cas ontologiquement disqualifiées. Et en gros, c'est le deuxième point de la critique d'Hacking Social, c'est que les images ont sur celui qui les regarde un pouvoir d'illusion, d'hypnose, d'endormissement ou de ce que vous voulez en fait. Et là où la critique est totalement platonicienne, c'est qu'en gros, l'image n'est pas simplement une imitation du réel, elle est aussi une substitution à celui-ci qui a lieu au moins dans l'œil du spectateur. Ces mises en scène ont aussi pour fonction d'embellir le produit, et ce faisant, d'embellir le réel. À force d'embellir le réel, cela ne modifie-t-il pas notre représentation du réel ? En fait, pour Hacking Social, il y a une chaîne de causalité qui fait que, en manipulant l'image, l'artiste agit directement sur la représentation qu'a le spectateur du réel. On a là une double manipulation de l'image. La manipulation par la technique, qui permet de produire l'image, et la manipulation comme effet sur notre perception. Ça veut dire qu'en fait les images sont très dangereuses parce qu'elles peuvent manipuler des populations entières comme ça d'un claquement de doigts. Mais il faut rappeler aussi que ce genre de discours est ceux qui ont permis en fait à tous les mouvements iconoclastes de prendre forme, qui sont en fait des mouvements qui voulaient tout simplement détruire la totalité des images. Alors Hacking Social ne va pas jusque-là, globalement il reste pour les images, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'en méfier. Elles nous divertissent, nous informent, illustrent, suscitent des débats. Les images nous font sens. Il serait donc absurde de rejeter sans nuance ces manipulations de l'image, car toute image est manipulée et passe par un filtre subjectif d'une façon ou d'une autre. En gros, même si on ne va pas jusqu'à interdire les images, on en partage quand même les présupposés théoriques et il faut quand même les critiquer, les combattre et ça passe par faire une éducation à l'image. Il faudrait cependant que ces diverses manipulations puissent être connues de tous, afin d'en apprécier consciemment le sens. Tout comme on apprend à lire un texte, peut-être faudrait-il davantage renforcer notre apprentissage à lire les images. Et donc on a toute cette logique de l'éducation à l'image qui veut alerter sur les dangers de celle-ci, parce que oui, non seulement les images nous manipulent, mais en plus elles nous manipulent d'autant mieux que l'on est inconscient qu'elles nous manipulent. Et on retrouve ici l'argumentaire platonicien de l'allégorie de la caverne. Donc en gros, dans l'allégorie de la caverne, il y a des gens qui sont attachés auprès d'un feu et qui regardent sur une paroi des ombres projetées qui viennent de l'extérieur. En fait, il y a l'un d'entre eux qui va se libérer et montrer à ceux qui sont attachés qu'en fait, les ombres qu'ils voient et qu'ils croyaient être le vrai monde ne sont jamais que des ombres et qu'en fait le vrai monde est dehors. Cette allégorie, on y revient tout le temps dès qu'il s'agit en fait de faire une séparation entre des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. C'est toujours un moyen de dire qu'il y a d'un côté les savants qui sont du côté de la vérité et de l'autre en fait les ignares qui sont dans l'illusion et dans la crédulité. Et qu'en fait les savants doivent apporter les lumières de la vérité aux ignares qui ne voient que des ombres.
Bon, alors admettons que cette vision très binaire entre les savants et les ignorants soit vraie. Quelles sont les propositions qui sont apportées par Hacking Social pour éveiller l'esprit critique? Bon, enfin, rien de nouveau, c'est de la sémiologie des années 70 et de l'éducation aux médias. Et du coup, sur quoi est-ce que ça repose? Eh bien déjà sur l'idée que les images sont un langage et que du coup, ce sont des signes qui portent des messages qu'il faudrait décrypter au moyen d'un certain nombre d'outils, en particulier la sémiologie, qui est la discipline de l'étude des signes. Ce message aurait un sens précis, univoque, et en même temps, ce sens serait crypté, et en fait, l'analyse consiste du coup à décrypter ce genre de message. En gros, pour la sémiologie, un signe est composé de deux choses, d'un signifiant et d'un signifié. Et en fait, le signifiant, c'est ou l'image elle-même, ou par exemple un mot, c'est-à-dire en fait le signe tel qu'il apparaît. Le signifié, en revanche, c'est ce à quoi se réfère ce signe. Donc par exemple, si vous voyez l'image d'une pipe, la pipe qui est dessinée, c'est le signifiant, et la vraie pipe qui existe dans le monde réel, c'est le signifié. C'est pourquoi le tableau de Magritte porte l'intitulé « Ce n'est pas une pipe ». Bon, jusque-là, rien de nouveau, mais en fait, ça va un peu se corser à partir du moment où on considère que tout signe a à la fois un sens explicite, donc en gros, c'est ce qu'il va dénoter, et un sens implicite, c'est ce qu'il va connoter. En fait, le sens explicite, c'est celui qui est accessible à tous, et le sens implicite, c'est celui qui n'est pas accessible à tous, et c'est pour ça qu'on aurait besoin de la sémiologie pour pouvoir en fait décrypter ce sens, et ce serait en quelque sorte le sens caché de l'image. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que les gens voient quand même le sens caché, mais sans le comprendre. Et en fait, le sens caché est d'autant plus important dans la manipulation de l'esprit des gens qu'ils ne le comprennent pas. Donc pour affirmer que les images nous manipulent, il faut 3 conditions. La première, c'est de considérer que les images ont un sens univoque, c'est-à-dire qu'elles feraient mieux d'être lues et non pas d'être vues. La deuxième, c'est de considérer que les images sont des objets de communication plutôt que des objets esthétiques. Et la troisième, c'est de considérer que les images ont un certain nombre d'effets déterminables sur le cerveau des gens, et que ces effets sont d'autant plus forts que les gens n'ont pas conscience qu'il y a ces effets sur eux. Or, ces présupposés ne tiennent pas. Et pourquoi ? Eh bien d'abord parce qu'une image n'a pas de sens univoque justement, il y a toujours un conflit d'interprétation. Une image est toujours vue, elle n'est pas lue, et quand bien même serait-elle lue comme un texte, rien ne dit qu'elle serait comprise de la même manière par 2 spectateurs. D'ailleurs, si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'on se ferait chier en fait à faire de l'analyse d'images? Pourquoi est-ce qu'on développerait des commentaires? On ferait de l'histoire de l'art? Et pourquoi est-ce qu'il y aurait toujours des débats sur le sens que revêt une œuvre à telle ou telle période? Et quand bien même les images sont utilisées pour des intérêts politiques ou économiques, ce n'est pas pour autant que la communication devient la transparence du sens, l'évidence du sens. La communication, ça n'est pas transmettre une information d'un locuteur et à un récepteur de manière univoque. Justement, il faut aussi que le récepteur interprète le message qui lui est transmis. En gros, il n'y a pas de cause à effet simpliste entre un émetteur actif et un spectateur passif. Le spectateur aussi produit du sens, le spectateur aussi ressent des émotions et peut-être des choses qui n'ont jamais été pensées par l'auteur de l'image. Et c'est justement à ça qu'on reconnaît l'art, parce que précisément, l'art n'a pas de sens univoque et qu'en fait, on est toujours dans un conflit d'interprétation dès qu'on est face à une œuvre d'art. L'art ne transmet jamais au spectateur un sens déterminé. La propagande, en revanche, elle vise à ce que tout soit clair, tout soit transparent, tout soit évident, tout soit consensuel. La propagande, elle veut que le message ait bien été compris par tout le monde. La publicité et la propagande ne manipulent pas les ignorants en avançant masqués. La publicité, c'est pas le règne du cachet. Au contraire, c'est le règne de la transparence, c'est le règne de l'évidence, des discours simplistes et consensuels. C'est des discours qui n'ont jamais besoin d'être déchiffrés, analysés, interprétés, pour qu'on comprenne exactement ce qu'ils veulent dire. Et c'est justement lorsque le rapport entre locuteur et récepteur est à sens unique, lorsqu'il est débarrassé de toute interprétation, de tout conflit, de tout désaccord, de toute ambiguïté, de toute ambivalence, c'est à ce moment-là que les images cherchent à avoir des effets déterminés sur les spectateurs et qu'elles deviennent des outils du pouvoir. Donc à partir de toutes ces critiques, on pourrait déduire quel est le type d'image qu'il trouve pour Hacking Social grâce à ses yeux. L'image ne nous donne pas à voir, elle nous fait davantage croire, rêver, selon les choix, le talent et la finalité de l'artiste. En cela, une image n'est jamais neutre, elle ne montre jamais directement le réel. D'abord, il voudrait une image qui soit véhicule de savoir et non de croyance, selon l'opposition assez classique en science entre savoir et croyance, ou entre subjectivité et objectivité, ou pour le dire en termes platoniciens, entre illusion et vérité. Une image qui serait du côté de l'information objective serait en fait une image qui nous donnerait accès directement au réel, sans aucune médiation. Mais c'est pas tout. La photographie a laissé penser qu'elle permettrait de capter instantanément le réel sans artifice. Et pourtant, la photographie relève d'abord d'un choix de la part du photographe. Il choisit la zone à photographier, les éléments qu'il veut accentuer ou retirer selon son cadrage.
Ce que Hacking Social reproche au fond à la photographie, c'est qu'il y ait un photographe, qu'il y ait un point de vue, qu'il y ait un regard personnel porté sur le réel qui est photographié, et non pas que le réel soit donné directement. En gros, une image parfaite pour Hacking Social serait une image transparente et un regard pur sur un réel nu. C'est l'idée d'un œil à l'état sauvage, des images qui ne sont plus seulement une représentation, mais véritablement une présentification. En gros, ce serait une image sans regard, sans point de vue, une image impersonnelle en quelque sorte. Bref, une image sans auteur. Ce type d'image porte un nom, c'est ce qu'on appelle les images archéropoètes, c'est-à-dire les images qui ne sont pas faites de main d'homme. Et ces images sont particulières parce que dans la classification sémiotique de Peirce, en fait, ces images ne sont pas des icônes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas mimétiques, elles ne reproduisent pas le réel. Ce sont des indices, ce sont des traces, c'est-à-dire que leur rapport au réel est un rapport de contact, mais qui n'est pas fait sur un mode représentatif, pas fait sur un mode mimétique, mais sur un mode mécanique. C'est par exemple le cas des empreintes de pas, des traces, des taches, toutes ces images qui ont des valeurs de preuve et qui sont généralement recherchées par la science, que ce soit dans le domaine de l'histoire ou simplement de l'enquête policière. Et c'est marrant parce que Hacking Social ne parle jamais de ce genre d'image. Et pourtant, il pourrait reconnaître ce statut d'indice à un certain type d'image dans un contexte bien spécifique. La manipulation de l'image permet de manipuler l'histoire. Staline, par exemple, faisait systématiquement effacer ses ennemis politiques des photographies. Comme ici où l'on voit le chef suprême du NKV, Nikolai Lejov, qui sera supprimé suite à sa condamnation à mort en 1940. Supprimer ces personnes des photographies, c'est en quelque sorte les supprimer de l'histoire. La photo témoigne du passé. La transformer, c'est transformer le passé. Mais c'est amusant cette identification parfaite entre image photographique et passé. Bon, en fait, ce discours n'est pas nouveau. D'abord, il y a l'idée selon laquelle la photographie est, selon la taxinomie de Peirce, à la fois un indice, c'est-à-dire en fait une trace du réel qui est faite par contact de la lumière sur une surface photosensible de manière mécanique, mais aussi une icône, c'est-à-dire qu'en fait, elle a un rapport de représentation du réel, un rapport mimétique avec celui-ci. Et en fait, ce double statut de l'image, à la fois mécanique et mimétique, permet en fait à la photographie d'être à la fois considérée comme une preuve, mais aussi comme un objet d'art. C'est au fond ce que dit Roland Barthes dans son livre La Chambre claire. En fait, il distingue à la fois le punctum, c'est-à-dire ce que l'on peut ressentir devant une photographie, d'un point de vue esthétique par exemple, mais aussi le studium, c'est-à-dire ce qu'une photographie va nous apprendre de ce qu'elle représente. En gros, une photographie a à la fois des propriétés esthétiques et sensibles, mais aussi des propriétés scientifiques, c'est-à-dire un certain nombre d'informations et de connaissances que l'on va pouvoir extraire de ce qui est représenté. Barthes va développer un autre concept qui est celui du ça a été, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la photographie témoigne toujours et systématiquement de quelque chose qui a eu lieu. C'est-à-dire, en fait, elle est toujours une trace du passé. Autrement dit, voir une photographie, c'est toujours voir dans le temps, voir dans le passé. C'est au fond sur cette idée que se base Hacking Social lorsqu'il affirme qu'une photo témoigne du passé. Mais d'ailleurs, elle fait bien plus que témoigner, elle en est la trace, elle en est l'accès direct. Il identifie complètement le passé à la photographie, si bien que modifier une photo, c'est modifier le passé. Et que enlever quelqu'un d'une photo, c'est directement modifier l'histoire. Donc méfiez-vous de votre grand-mère qui découpe des têtes dans les photos de famille, ça veut dire qu'elle veut vous cancel. Votre grand-mère est la dirigeante d'un état totalitaire. C'est-à-dire qu'une photographie, pour son caractère indiciaire, est une source sûre, elle a valeur de preuve pour un historien. En revanche, ce qui va la tourner du côté du mensonge, c'est l'intervention sur son caractère iconique, sur son caractère mimétique et représentatif. La photo de Staline serait la vérité historique de l'événement, mais sa version retouchée est le mensonge idéologique d'État. Au fond, ce que Hacking Social reproche à la photographie, ce n'est pas tant qu'elle soit une image, parce qu'à la limite, si elle était uniquement un indice, ça irait. Non, le problème, c'est qu'elle est aussi une icône, et qu'on peut intervenir directement dessus. Autrement dit, ce qu'il lui reproche, c'est uniquement qu'elle ne soit pas archéropoète. Même si la photographie enregistre directement le réel par empreinte lumineuse, elle est quand même tributaire des choix de cadrage d'un photographe, d'une subjectivité et d'un point de vue particulier. En gros, l'image dont rêve Hacking Social, mais qui n'existera jamais, serait une image toute faite qui donne un accès immédiat au réel. On comprend bien pourquoi dans son programme d'éducation à l'image, Hacking Social va laisser une place très importante à repérer des montages et des retouches photos. C'est d'ailleurs ce qui lui fait principalement peur dans les réseaux sociaux. Manipuler les images en vue de manipuler les esprits est aujourd'hui une entreprise accessible à tous, notamment depuis l'émergence des réseaux sociaux. N'importe qui peut truquer une image à des fins idéologiques et la propager à grande échelle pour influencer l'opinion, pour renforcer certaines idéologies. Mais en gros, cette crainte repose simplement sur la supposition que l'image est toute puissante et qu'elle manipulerait comme ça les esprits un peu naïfs et suggestionnables qui restent béats devant ce qu'ils voient. Maîtriser les images, c'est maîtriser les esprits.
La manipulation des esprits par les images en démocratie n'est pas le seul apanage des gouvernements. On peut la retrouver dans la presse. Et par là, on laisse sous-entendre qu'en gros, ce serait cette toute-puissance des images qui viendrait transformer nos démocraties en états proto-totalitaires. Ce type de régime doit par définition contrôler l'esprit des masses, orienter ses représentations, limiter sa pensée, interdire l'esprit critique, notamment pour supprimer plus facilement ses droits et libertés. Et pour pallier à l'abrutissement généralisé, à la prolifération de ces images, on ferait quoi? De l'esprit critique, de l'éducation aux médias, à l'image. On pense qu'en rétablissant un petit peu plus la vérité, ça rendrait nos sociétés plus démocratiques? Évidemment non, la science n'est pas la garante de la démocratie, mais surtout il n'y a pas d'un côté les bonnes images et de l'autre les mauvaises, d'un côté celles qui nous émancipent et celles qui nous manipulent, d'un côté les photos historiques qui documentent le réel et de l'autre la publicité qui le déforme et l'embellit. D'un côté les images documentaires, indiciaires et mécaniques qui témoignent du passé et donnent un accès direct au réel, et de l'autre celles mimétiques et iconiques qui peuvent être manipulées et qui nous mentent. D'un côté les images qui informent et font savoir, et de l'autre celles qui mentent et font croire. Il n'y a pas d'images qui permettent de voir le réel de manière pure et immédiate, et ni le réalisme ni le documentaire n'ont jamais prétendu à ça. Un tel regard n'existe pas et il n'existera jamais, parce que voir est toujours déjà équipé d'un savoir. Voir, c'est toujours interpréter, et il n'y a pas de regard objectif posé sur les choses, il n'y a que des regards singuliers, il n'y a que des points de vue, et c'est de ça dont témoigne une image, jamais du réel tel quel, mais toujours du regard qui est porté sur celui-ci. Voir est un acte qui nous positionne politiquement et nous engage en tant que sujet pensant. Voir est un acte qui nous transforme et nous affranchit. C'est pourquoi il ne faut pas imposer des règles de visionnage, mais multiplier la pluralité des regards, non pas censurer, mais libérer les points de vue, les faire se rencontrer, parce que c'est dans leur rencontre et dans leur confrontation que l'on s'émancipe, et non pas dans leur instruction. L'esprit critique ne naît jamais de la défiance face aux images, mais toujours au contact de la multiplicité de celles-ci.